Astrid, c'est le jour de vérité, comme le titre la Marseillaise. Oui, j'étais en train de me dire, j'aime bien ce titre. C'est vraiment la deuxième étape, en fait, de cette grève qui dure finalement depuis maintenant le mois de janvier. Donc, moi, je trouve que la stratégie des syndicats est assez intéressante et j'ai assez envie de dire que pour l'instant, ils n'ont pas commis d'erreur. Dans le sens où ils ont l'opinion avec eux, ce qui est fondamental. Ils sont unis, ce qui est très rare. Et en plus de ça, les mobilisations, pour l'instant, se sont bien passées avec... On a vu des formes d'innovation, de modernité, d'aller le samedi, de ne pas embêter les gens pendant les vacances. C'est très nouveau tout ça. On a quand même en face un gouvernement qui tient, pour l'instant. On a vu Elisabeth Borne hier. Et c'est pour ça que c'est intéressant de dire jour de vérité. C'est que maintenant, c'est comme le bras de fer où on en est. Enfin, on est presque à égalité. Ouais. Qui va l'emporter? On est à un tournant aujourd'hui, Yves. Oui, on va voir si effectivement ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. On va voir ce qui va se passer. Moi, je reste persuadé que seuls ceux qui peuvent défiler défilent et que c'est toujours les mêmes depuis la nuit des temps. Toujours les syndiqués, les syndicats, la fonction publique et que c'est eux qui bloquent le pays. On est toujours dans un mode assez traditionnel à la française dont on peut se lasser et qui est vraiment très pénible parce que rien ne peut changer dans notre pays. Aucune réforme peut se faire sans que, on dise toujours que les Français sont hostiles. On n'en sait rien. Il y a des sondages qui nous disent effectivement que il y a beaucoup de Français qui veulent pas travailler plus longtemps. Je ne sais pas qui veut travailler plus longtemps. J'en connais pas, moi, personnellement. Mais il y a aussi des Français qui sont responsables et qui savent que si on ne travaille pas plus longtemps, de toute manière, c'est tout droit. La flèche est évidente, c'est le système par capitalisation. Et là, c'est pas 2 millions de personnes que vous aurez dans la rue, et encore, on les a pas parce qu'on en a qu'1 million, vous en aurez 15 millions. Ouais, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller à la capitalisation. Mais vous dites pour vous que les syndicats, en tout cas les gens qui défilent, ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des Français ? Absolument pas, mais absolument pas. Ils ont un discours qui est un discours d'opposition. On est toujours, dans notre pays, dans la gréviculture et dans l'opposition frontale et jamais dans le consensus. Alors on va nous dire, mais le gouvernement refuse de parler. Mais c'est pas vrai. Regardez, le gouvernement a reçu les formations syndicales. Ça fait 7 ans. Et alors, le gouvernement a commis des fautes énormes. Bon, mais ça fait 6 ans qu'on tourne autour du pot et qu'on sait très bien qu'il faudra une réforme des retraites. Voilà. On en est là. Astrid. Moi, j'apporterais quand même une petite nuance, c'est que j'ai l'impression, de ce que je vois sur le terrain, qu'il y a quand même d'autres gens que d'habitude qui manifestent. Je prends un exemple, moi, dans mon quartier, des restaurateurs qui vous disent aujourd'hui tous à la grève, etc. Bon, c'est très rare pour moi, ça. On a vu aussi pendant les dernières mobilisations en province, notamment, les coiffeurs. Nous, on a été voir aussi des brasseurs. C'est pas pour moi la classique, les transports, la CGT, cheminots ou RATP. Je trouve que c'est un peu plus large. Et ce que nous disent aussi les enquêtes d'opinion, et ce qui est très intéressant à mon sens, c'est que ce ne sont pas que les catégories populaires qui ne veulent pas travailler plus. Et c'est ça qui est très nouveau. C'est, et notamment dans ma génération, des cadres. Et je pense que le Covid a beaucoup joué, c'est-à-dire que en fait, on a remis le travail à une autre place. On a compris qu'en fait, faire du pain chez soi ou avoir un extérieur et profiter de la vie, c'est aussi important finalement qu'une carrière. Et que je crois que cette réforme, elle est un peu à contretemps pour toutes ces raisons-là. Et c'est ce qu'on entend, en tout cas dans les cortèges. Les gens qui manifestent, ils vous disent pas seulement on veut pas travailler 2 ans de plus. Ils vous disent il y a des inégalités dans ce pays. Pourquoi c'est aux plus pauvres ou ceux qui n'ont que le travail de les combler et pas les plus riches? Pourquoi on ne s'occupe pas du réchauffement climatique, etc., etc. Donc, je crois que c'est plus un enjeu presque de société que simplement le fait de ne pas vouloir aller à cette réforme. Ça va au-delà de cette réforme, Yves. J'ai hâte d'être invité à déjeuner par Astrid chez elle, qu'elle me fasse du pain. Non, mais est-ce que c'est vrai que ça pose... évidemment, est-ce qu'il y a une autre vision du travail? Est-ce qu'on est à un tournant dans la vision du travail ou pas? Mais il y a une autre vision du travail. Mais effectivement, il y a une autre vision du travail. Mais je peux vous dire que si on vous coupe les retraites ou si on n'arrive plus à financer ce régime de solidarité, c'est un régime qui a été inventé justement pour la solidarité entre générations. Si on met à terre tout ça, si on n'arrive pas à le financer, si on n'arrive pas à le réformer, je dirais même que c'est presque l'esprit national qui est en danger. Parce que on sera plus que jamais dans un individualisme forcené. Qui peut se permettre de faire une retraite par capitalisation? Tous les petits salaires,
tous les gens qui gagnent des salaires très modestes, c'est une difficulté pour eux. Je parle pas des fonctionnaires, eux, ils ont l'après-fond. Ça fait longtemps qu'ils l'ont, l'après-fond, qui est un des systèmes les plus étonnants qui puissent exister, puisque c'est une retraite pour les fonctionnaires, mais par capitalisation, en plus. Astrid, vous parliez de cette mobilisation un peu différente. Et ces gens que vous voyez manifester, qui ne manifestaient pas avant la mobilisation, qui est importante dans les petites villes et dans les villes moyennes. Fabien Recker nous emmène à Annonay, en Ardèche. C'est la ville dont Olivier Dussopt a été maire socialiste pendant 9 ans. Et beaucoup d'habitants ont du mal à digérer qu'il soit aujourd'hui en charge de défendre cette réforme. On regarde. À 50 ans, Rachel Devoyon enchaîne les contrats précaires. Cette habitante d'Annonay est très remontée contre la réforme des retraites. J'ai eu une carrière longue, j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans et demi. Me voir travailler jusqu'à 64 ans, c'est pas possible. Son temps partiel en CDD dans une grande surface ne lui permettra pas de manifester ce mardi. Mais à en croire Rachel, c'est toute la ville qui est derrière la mobilisation. J'ai beaucoup de collègues qui regrettent de ne pas pouvoir aller manifester, qui n'ont qu'une envie, y être, quoi. Au marché d'Annonay, il n'y a pas grand monde pour défendre le projet de réforme du gouvernement. Une réforme pourtant portée par un enfant du pays, Olivier Dussopt, ministre du Travail et ancien maire de la ville. Moi, je suis très déçu d'une personne comme Olivier Dussopt, qui était maire d'Annonay. Tout le monde s'aperçoit que, en fait, c'est un traître. C'est un traître. Il était a priori de gauche et vu le comportement du gouvernement maintenant, on a basculé à droite toute. Dans cette ville de 16 000 habitants, les manifs ont fait le plein. 5 500 personnes pour la dernière journée de mobilisation, selon les gendarmes. Accusé de traîtrise par les manifestants, Olivier Dussopt ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour se retraiter de la CGT. Il faut savoir où il habite, c'est pas... Il est grand, il est adulte. Écoute, c'est pas nous qui lui avons dit d'être ministre du Travail. Ultra majoritaire dans le bassin d'emploi, la CGT fourbit ses armes pour la journée du 7 mars. Nicolas et ses camarades terminent leur tournée d'affichage. Ils assument leur stratégie, taper sur l'ancien maire. Jusqu'à maintenant, sur Annonay, ça a beaucoup marché. Et l'idée, c'est de faire la fête à Dussopt, montrer à Dussopt que son projet de loi de retraite, on n'en veut pas. Et de moins en moins bienvenu dans sa ville natale. Je suis faible, hein. Sur batterie. Au local de la CFDT aussi, on prépare la mobilisation de mardi. On va la mettre là, comme ça. Elle est jolie, celle-là. Gérard Janvier, responsable historique de l'Union locale, fait lui aussi partie des nombreux déçus de l'ancien maire de la ville. Pour certains d'entre nous, c'est toujours un ami, quoi. Si ce n'est que nos chemins, à des moments donnés, notamment sur ce problème des retraites, ils divergent complètement, quoi. On a quelqu'un qui a œuvré et qui a apporté pour le développement économique du territoire et qui aujourd'hui se retrouve à défendre une retraite, je dirais presque défendre l'indéfendable, quoi. Mais Gérard et ses camarades ne cautionnent pas pour autant les attaques contre la personne d'Olivier Dussopt. D'ailleurs, ici, pas d'intersyndicale. CGT et CFDT marcheront en ordre dispersé. L'objectif, c'est que le projet de réforme soit retiré, mais ce n'est pas de faire campagne contre M. Dussopt. Aujourd'hui, il est ministre du Travail, demain, ce sera quelqu'un d'autre, mais le projet sera toujours là. Donc c'est vraiment le projet qu'on se bat contre le projet, mais pas contre une personne. Contacté, le maire socialiste Simon Plenay ne veut plus s'exprimer au sujet d'Olivier Dussopt, dont il a été le colistier. Fin janvier, le maire a indiqué à la presse locale son opposition à la réforme des retraites, mais réaffirmé son amitié au ministre du Travail. Un ministre qui se fait discret à Annonay. Voilà plusieurs semaines que les Annonayens ne l'ont pas aperçu dans sa ville natale. Voilà pour ce reportage à Annonay, la ville d'Olivier Dussopt. Alors c'était peut-être l'un des paris aussi d'Emmanuel Macron de faire porter cette réforme par un ancien socialiste. Bon, quand on voit Annonay, c'est un pari un peu raté. Oui, mais est-ce que c'est significatif? Vous voyez, vous êtes allé voir la CFDT, la CGT, par définition, ils sont contre. Et les habitants. Et puis alors, trois habitants, j'aimerais connaître leur profession sur le marché, effectivement. Oui, tout à l'heure, si Dussopt, qui était au Parti Socialiste, quelqu'un qui était réputé quand même assez à gauche, par le passé, a été élu maire, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est dans une ville qui est quand même très ancrée à gauche, que je connais un peu. Bon, voilà, effectivement, il y a quand même à chaque fois à peu près 1 million de personnes dans la rue.
parfois un peu moins. Et dans des villes comme Annonay, 8 000 habitants, je crois, il y a à peu près la moitié de la population qui défile. Bon, bah voilà. Une excellente analyse de Jérôme Fourquet sur ce phénomène des petites villes et des villes moyennes qui défilent. Et il montre quoi? Il montre que c'est le personnel de l'hôpital, le personnel de l'éducation nationale. Quand il y a un conseil départemental, c'est le personnel du conseil départemental. Bon, bah voilà. Ça veut dire que ça va au-delà. C'est une France qui se sent oubliée, qui manifeste au-delà de la réforme des retraites. Non, puisque c'est la France des services publics, en l'occurrence. Donc, oui, services publics qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Ça veut peut-être dire aussi que, effectivement, le cafetier, le restaurateur, le vendeur de fruits et légumes n'a pas les moyens de s'absenter pour les manifester. Astrid, vous parliez de cette mobilisation un peu différente dans la France des villes moyennes et dans la France des petites villes. Ça va au-delà de la colère contre la réforme des retraites? Moi, c'est ce que j'observe maintenant. C'est évident que c'est la réforme. Pour moi, en fait, le gouvernement a commis une erreur dans le sens d'analyse sur l'ambiance sociale et sociétale du pays. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il essaye de rattraper un peu par la manche en disant on va parler du travail, on va essayer la semaine de 4 jours, etc. Le droit à la déconnexion, tous ces sujets qui sont essentiels et qu'il faut remettre à plat, je pense. On a un droit du travail qui n'est pas du tout adapté en fait à la société dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte les nouvelles formes de travail. Et en plus de ça, avec 2 ans de Covid, donc honnêtement, faire une réforme qui s'apparente à une réforme des années 90 de droite, très classique, je pense que c'est aussi ça qui bloque en fait. C'est pas seulement... Sauf qu'Astrid, la réforme qui a été proposée par le gouvernement, et c'est ça d'ailleurs son grand tort au gouvernement, c'est qu'il est passé d'un profil de réforme à l'autre, était tout aussi repoussé. Qui en était 2019 bah oui, c'était pourtant une réforme qui était davantage peut-être adaptée à ce que vous dites. Avant le Covid, c'est-à-dire que déjà, moi c'est là où je trouve qu'il y a un peu un manque de sens, un peu de flair politique. C'est-à-dire qu'avant le Covid, vous avez quand même... le mois le plus important des grèves SNCF RATP, on se souvient de Paris bloqué en fin 2019, juste avant le confinement. Et une réforme, en effet, qui aujourd'hui paraîtrait presque plus juste. En tout cas, la CFDT était potentiellement avec Édouard Philippe à l'époque, etc. Donc, plus facile à faire passer. Et pour autant, qui n'a pas pu passer en raison du Covid, mais aussi parce qu'un 49.3 a été pris à l'époque. Donc, on peut se dire que 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, c'est presque encore pire comme période, en fait, pour la faire passer, je trouve. On va revenir au système hanté, quand même. Enfin, j'en sais rien, moi. Et puis, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que pendant la crise du Covid, il y a eu une véritable prise de conscience de ce qu'on appelle les travailleurs de la deuxième ligne. On entendait notamment des membres du gouvernement saluer le travail parfois difficile, à des horaires compliqués de ces femmes de ménage, de ces caissiers, de ces infirmières. Et pour faire un lien avec le débat qui est en ce moment au Sénat, hier, il y avait un débat sur justement la participation des plus aisés, du capital pour rééquilibrer les finances de notre régime de retraite. Et ce que disait la gauche au gouvernement et à la droite, c'est n'oubliez pas ce que vous avez dit pendant la crise du Covid. Vous saluiez ces travailleurs de la deuxième ligne. Et là, cette réforme, elle va porter l'effort peut-être plus fortement sur ces travailleurs qui ont commencé tôt, alors que des cadres ne sont même pas concernés par cette réforme, car ils vont forcément aller à 65 ans. Mais avec le système, justement, des carrières longues, et de la pénibilité que néanmoins le travail législatif est en train de mettre en place, vous avez que 4 Français sur 6 qui aujourd'hui vont être concernés par cette réforme. C'est quand même pas grand-chose. 4 Français sur 10, ouais. 4 Français sur 10, pardon, oui, ouais. Évidemment. C'est quand même pas grand-chose. Et les travailleurs de la deuxième ligne, comme vous le dites, il y a de grandes chances pour qu'eux, ils soient éligibles, justement, à des régimes, je dirais, particuliers et qui ne soient pas concernés par la réforme. Ouais. Je reviens, puisqu'on va parler évidemment de ce qui se passe au Sénat, à Annonay et à Olivier Dussopt. On voit que dans l'hémicycle, c'était le cas de l'Assemblée nationale, c'est le cas au Sénat, Olivier Dussopt, il est critiqué notamment par la gauche pour avoir retourné sa veste. Est-ce que du coup, ça contribue aussi à l'opposition à cette réforme de l'avoir faite porter par Olivier Dussopt ? Je pense pas. Je pense que cette réforme, qu'elle soit portée par Olivier Dussopt ou quelqu'un d'autre, le résultat aurait été le même.
ça a pu crisper un petit peu, en tout cas à l'Assemblée. Je me souviens, en effet, vous vous souvenez de ce député socialiste qui avait repris la question d'Olivier Dussopt quand il était à gauche et qu'il s'opposait à la réforme de Nicolas Sarkozy. Ça, c'était assez drôle et il s'en est même pas aperçu. En effet, ça donne du grain à moudre politiquement, mais je pense que ça reste quand même en surface. Je crois que là où il s'est quand même pris les pieds dans le tapis, c'est sur les 1 200 €, le fameux minimum contributif, et il n'est pas le seul. C'est-à-dire que le gouvernement a quand même sciemment laisser entendre que peut-être tout le monde ou le plus grand nombre aurait cette réforme minimale et que là, pour le coup, avec le travail de Jérôme Gage, le travail des économistes et quand tout le monde a commencé à se pencher sérieusement sur cette réforme, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas. Et là, je pense que c'est un peu pas le péché originel parce qu'il y en aurait d'autres, mais dans une réforme aussi difficile à faire passer, c'est une des plus difficiles à faire passer de la 5e, on peut pas se permettre de faire des approximations comme ça de communication, à mon avis. Il faut pas prendre les gens pour des idiots parce que ça, c'est encore pire. Et ça, je pense qu'ils ont peut-être perdu des points dans l'opinion et peut-être que la mobilisation en a gagné avec ce fameux 1 200 €. J'ajoute les femmes, surtout la semaine du 8 mars, ça me tient à cœur. Je crois que ça, quand on a fait la grande cause du quinquennat 2 fois, qu'on s'appelle Emmanuel Macron, qu'on a fait ça et qu'on fait une réforme qui est aussi pénalisante pour les femmes qui perdent leur trimestre de maternité. C'est toujours pas rétabli à ce stade. Donc un droit qu'elles avaient, quand on voit qu'elles ont en plus les pensions les plus basses par rapport aux hommes, je trouve que ça, c'est pas compréhensible. Et d'ailleurs, on le voit dans les cortèges, que les femmes sont très mobilisées. Ouais. Il y a eu 2 erreurs principales. L'erreur des 1 200 €, c'est manifeste. Là, ils se sont complètement pris les pieds dans le tapis. En plus, pour le coup, c'était vraiment une avancée. C'était vraiment un progrès extraordinaire de se dire qu'il n'y avait plus de... Enfin si, 1 200 €, c'est quand même une petite retraite, mais qu'il n'y avait plus de gens qui avaient des retraites à moins de 1 000 €, quoi. Enfin, c'était symboliquement, c'était très important. Là, c'est vrai que c'est impardonnable. Ça fait partie des erreurs. Ils en ont commises. Après, sur les femmes, effectivement... j'ai moins calculé que Astrid, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça va être réparé quand même, si j'ai bien compris. Bon, on va voir, mais c'est vrai que c'est pas normal qu'ils aient aussi fait cette boulette, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, sur les femmes, il y a une volonté de réparer justement cette boulette du gouvernement de la part de la droite sénatoriale qui propose une surcote des pensions des femmes à partir de 63 ans pour les trimestres cotisés après 63 ans, voilà, si elles ont une carrière complète. Donc c'est une surcote proposée par le Sénat. Et Alex, vous gardez la parole puisqu'on va faire le point avec vous sur le débat au Sénat. Et alors, hier, le Sénat, il est un peu retombé dans un monologue de la gauche face à une droite plutôt silencieuse. Oui, un monologue de la gauche qu'on avait vécu ce week-end. Alors, hier matin, les débats étaient plutôt intéressants parce que les sénateurs, les Républicains, défendaient leur proposition de CDI senior pour favoriser l'embauche des salariés de plus de 60 ans. Et donc, il y avait un vrai débat droite-gauche sur l'efficacité des exonérations de charges pour favoriser l'emploi. Et puis, dès le début d'après-midi hier, fin du débat. On est effectivement tombé dans un monologue de la gauche. Les sénateurs de gauche ont déposé des centaines d'amendements pour augmenter les cotisations retraite sur les entreprises, sur les hauts salaires, les revenus du capital. La gauche a multiplié les prises de parole et en face, la droite s'est murée dans un silence pour ne pas allonger les débats. Alors vous allez le voir, le sénateur communiste Fabien Gay a essayé un peu de remuer ses collègues de droite. Nous, on est sur des nouvelles pistes de financement. On vous offre une palette. Décidons et tranchons entre nous. La majorité du peuple français va vous le redire demain avec grande force. Personne ne veut travailler 2 ans de plus. Parce que si le travail est source d'épanouissement et de lien social, pour beaucoup de travailleurs et travailleuses, les utiles et essentiels de ce pays, c'est aussi source de souffrance psychique et physique. Et donc, non, on ne veut pas voler les 2 plus belles années. Et donc, nous pensons qu'il faut avoir un vrai débat. Allez, arrêtez l'obstruction silencieuse. Débattez avec nous. Voilà, la droite sénatoriale accusée d'obstruction silencieuse. C'est un nouveau concept qui est apparu dans ce débat après l'obstruction cordiale de la gauche sénatoriale. Alors ça a agacé hier après-midi dans l'hémicycle les sénateurs les Républicains qui bouillonnaient, qui voulaient prendre la parole, mais ils ont des consignes justement de rester silencieux pour ne pas rallonger les débats. Mais ils étaient tellement agacés qu'à un moment, un sénateur LR a pris la parole. C'est René-Paul Savary, le spécialiste retraite de la droite, et il a dénoncé les amendements en cascade déposés par la gauche pour allonger les débats. Écoutez. Et que l'effet répétitif d'amendements similaires, modifiant simplement un petit pourcentage de cotisations supplémentaires,
Il y a déviance du débat parlementaire. Vous n'expliquez pas votre amendement, vous profitez de la tribune pour faire des effets de tribune. Parce que vous savez qu'on vous regarde. Et effectivement, les gens nous regardent. Et puis au final, René-Paul Savary a utilisé l'arme ultime pour provoquer les sénateurs socialistes. C'est rappeler que sous François Hollande, eh bien, les socialistes ont fait passer une réforme des retraites qui allonge la durée de cotisation à 43 annuités progressivement jusqu'en 2035. Et donc, pour les Français, à l'avenir, s'ils vont travailler plus longtemps, c'est à cause d'Emmanuel Macron avec cette réforme et aussi à cause de François Hollande. Donc voilà, on a eu un débat cordial, mais avec des provocations des deux côtés. Et le grand retour du débat droite-gauche au Sénat, Astrid ? Oui, on dirait. Moi, ce que j'ai observé là dans les dernières heures de débat, c'est qu'en fait, le Sénat, même le Sénat, est percuté par cette réforme des retraites et on dirait que les petites habitudes classiques sont tout petit peu bouleversées. C'est-à-dire que j'ai entendu David Assouline, donc pour le PS, dire que en fait ils avaient déposé énormément d'amendements et que pour une fois, et que c'est très rare au Sénat, aucun n'avait été adopté. Il s'en est vraiment ému. Et là, en effet, on l'entend dire que c'est de l'obstruction cordiale. Ça reste quand même, par rapport à l'Assemblée, très feutré. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire que... Et il a raison de dire, on nous regarde. Beaucoup de médias mettaient en ligne hier le débat sénatorial et pas que votre chaîne. Donc ça prouve que ça intéresse vraiment les Français. Et en plus, l'article 7, potentiellement, contrairement à l'Assemblée, va pouvoir être débattu. Donc... c'est intéressant, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est le grand retour du débat droite-gauche. Alors, c'est l'obstruction silencieuse contre l'obstruction cordiale, Yves, au Sénat ? Oui, bah pourquoi pas, oui. Non, mais c'est vrai qu'au Sénat, le débat droite-gauche, il n'a jamais vraiment disparu, puisque, par définition, vous avez une majorité de droite. Et vous avez une gauche qui est quand même moins atrophiée que dans l'autre chambre. Et alors que dans l'autre chambre, vous avez quand même, il faut le rappeler, une majorité qui est une majorité éparse, qui vient de la gauche et de la droite. Donc c'est normal que le débat se focalise plus sur ce débat-là, sur cette rupture-là. Voilà, avec sans doute des personnalités qui ont davantage d'arguments, qui sont moins dans le jeu que... dans la réplique construite, je dirais. Et puis, il faut préciser aussi que dans ces débats, il y a un alignement entre la droite sénatoriale et le gouvernement. C'est quasiment le même camp, c'est-à-dire que les sénateurs LR restent silencieux. Et à leur place, eh bien, c'est Gabriel Attal qui, en tant que ministre, eh bien, lui doit donner son avis sur les amendements. Et donc, il utilise des arguments qui sont aussi défendus par la droite sénatoriale. Et le temps fort de cette réforme, c'est donc pour aujourd'hui l'examen de l'article 7 sur le report de l'âge légal de départ. Jour de mobilisation, c'était ce que voulait notamment la gauche sénatoriale. La mobilisation, du coup, va avoir un impact sur ce qui va se passer en séance au Sénat, selon vous, Astrid ? Non, je crois pas, parce que de ce que j'ai compris en regardant le rapport de force au Sénat, on n'a pas vraiment de suspense, je pense, sur l'adoption de cet article 7 qui décale l'âge légal. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le fait que la mobilisation arrive avant, a priori, puisque c'est fin d'après-midi, je pense que c'est mieux pour le mouvement social. Parce que si le vote était intervenu, par exemple, ce matin, c'est toujours, à mon avis, certains contestent cette théorie, mais à mon avis, quand le Parlement s'exprime, et en l'occurrence accepte, par exemple, ce report de l'âge légal, ça peut atténuer la mobilisation. Beaucoup de gens qui se disent, déjà on le voit dans les sondages d'ailleurs, que les gens se disent que cette réforme va passer, mais quand en plus il y a une forme de tampon parlementaire qui valide, bah ça aide pas pour le mouvement social, à mon avis. Et c'était la stratégie de la gauche sénatoriale, d'attendre la manifestation pour que soit examiné cet article, pour ne pas affaiblir le mouvement. Oui, mais bon, de toute manière, ça va pas avoir beaucoup d'incidence, je pense. On va voir. Mais je ne crois pas que les sénateurs se laissent intimider par le mouvement social et vice-versa. Ce sont deux mouvements qui avancent de façon parallèle et qui n'ont pas réussi aujourd'hui encore à se croiser, je dirais. Et ça va être intéressant de savoir si un jour ils se croisent. Parce que si un jour ils se croisent, ça voudra dire que l'opposition se muscle. Mais est-ce qu'à contrario, le fait que cet article 7 soit voté, parce qu'effectivement il y a assez peu de suspense au Sénat, quelques heures après une mobilisation qui s'annonce forte, ça peut renforcer le sentiment des manifestants et des opposants qu'ils ne sont pas entendus ? Certains d'entre eux, oui, peut-être. Ça peut même durcir le mouvement. On va voir. Moi, je ne suis pas Madame Irma, mais c'est sûr que ça peut durcir le mouvement.
Et à ce moment-là, on ne sait pas trop où ça conduit tout ça. Hein. Ouais, Astrid, il y a un risque de durcissement? Oui, je pense. Et surtout, il faut voir combien de personnes seront dans la rue. Parce que vous avez beaucoup de ministres, des poids lourds, qui vous disent, honnêtement, il y a 3 millions de gens dans la rue, la réforme, on l'oublie tout de suite. Donc, là, on n'en est pas du tout là. Mais moi, je trouve un peu étonnant ceux qui arrivent à faire des prévisions de la mobilisation. On verra ce soir. Mais ça va être très important de voir où ça en est. En fait, la clé, elle est aussi là. C'est-à-dire que si vraiment il y a énormément de gens dans la rue, des records absolus, etc., que l'article 7 soit voté ou non au Sénat, moi je pense qu'au contraire ça peut ne rien changer. C'est-à-dire qu'au contraire la grève continue et les gens se mobilisent de plus en plus. Jusqu'à quand? Mais ça veut dire qui va craquer? C'est ça la question. Elisabeth Borne, elle est restée très ferme depuis le début des mobilisations. Ça veut dire que s'il y a une forte mobilisation, une très forte mobilisation, elle pourrait être moins ferme? On l'a déjà vu dans l'histoire. Enfin, on prend la loi, le Juppé, les manifestations de 95, on prend le CPE. Enfin, c'est déjà arrivé qu'un gouvernement qui est toujours dit non, on va tenir, ne tienne plus. D'ailleurs, là, par rapport au projet initial et par rapport à la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, on en est quand même un peu loin de cette réforme. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus si on va être à l'équilibre en 2030. Donc, il y a déjà eu des reculs, finalement. Il y a déjà eu des concessions. Et c'est aussi là-dessus que parient les syndicats. Et c'est quelque chose qu'on envisage du côté de l'exécutif? Ils ne vous le disent pas comme ça, mais il y a une crainte. Mais de toute manière, c'est pas... elle, c'est un fusible, Madame Borne. Comme Monsieur Dussopt. Ça en fait deux. Les deux sont des fusibles. S'il y en a un qui va reculer et qui doit reculer, en dernier ressort, ça sera le président de la République. Et comme d'ailleurs Chirac avait reculé en 95. C'est pas Juppé qui avait reculé, c'est Chirac. Et puis il faut préciser aussi que quand bien même le Sénat voterait cet article 7, le parcours parlementaire de cette réforme est loin d'être terminé, car admettons que normalement sans trop de suspense, la majorité de droite du Sénat va voter cet article 7. Il faut encore que le Sénat vote au final sur l'ensemble de cette réforme des retraites. Ça va se jouer dimanche avec une gauche sénatoriale qui va appuyer sur le frein pour rallonger le plus possible les débats et empêcher qu'il y ait un vote final sur ce texte. Ensuite, il y aura la commission mixte paritaire, c'est-à-dire que 7 députés, 7 sénateurs vont s'enfermer dans une salle pour se mettre d'accord sur une version commune de cette réforme des retraites. Et là, on a entendu la rapporteure Elisabeth Doineau ce matin dire que ce n'était pas du tout sûr qu'il y ait un accord entre les deux chambres sur cette version commune de la réforme des retraites. S'il n'y a pas d'accord, ça retourne à l'Assemblée nationale. On a vu les débats à l'Assemblée nationale. C'est très peu probable qu'il y ait un vote final de seconde lecture, en dernier mot, sur cette réforme des retraites. Et s'il n'y a pas de vote final, ça veut dire que le gouvernement passerait soit au 49.3, soit au 47.1 article de la Constitution, et donc une réforme des retraites par ordonnance, donc avec des fortes manifestations, une forte mobilisation. Ça deviendrait compliqué pour l'exécutif. Ouais, c'est pas fini, y compris au Parlement. Non, c'est pas fini, effectivement. Et c'est sûr que si ça se complique sur le terrain législatif, ça donne du grain à moudre à la manifestation, aux manifestations, c'est évident. Bon, on va voir, les informations, effectivement, sur cette commission mixte paritaire qui serait moins simple et facile que prévu. Je sais pas, j'ai pas d'informations là-dessus, donc je vais pas m'avancer. Je pensais que moi, c'était au contraire assez acquis que cette commission mixte paritaire avaliserait le principe de la loi. Mais bon, c'est peut-être pas le cas. Il y avait une forme de scepticisme d'Elisabeth Doineau ce matin, après. Rien n'est sûr. Notamment peut-être par rapport à LR. Est-ce que ce sont les LR qui détiennent la clé? On a vu des divergences entre les LR du Sénat et les LR de l'Assemblée. Bien sûr, et puis surtout, en plus de détenir la clé, ils sont en train de faire une réforme à leur sauce. C'est ce qu'a dit très clairement Bruno Retailleau. Nous, on va faire une réforme de droite en réponse aux Parisiens et à Olivier Dussopt qui disait c'est une réforme de gauche. La formule était assez amusante, mais elle est très vraie. C'est-à-dire qu'ils sont en train presque de dénaturer la réforme. Ils ont déjà obtenu les 64 ans, ils ont déjà obtenu les carrières longues, les concessions sur les carrières longues. S'ils obtiennent en plus sur les femmes, et là ce CDI senior dont le gouvernement ne voulait pas, c'est la réforme du Sénat, des LR, de M. Retailleau, bien sûr. Ça veut dire que le gouvernement va être obligé de céder à Bruno Retailleau? C'est ce qui ne va pas avoir d'autre choix? C'est ce qui se passe déjà dans les votes. Ils ne sont qu'une vingtaine, les macronistes au Sénat. Et c'est ça que je trouve d'ailleurs très intéressant dans la période, c'est la force de nos institutions, qui sont pleines de surprises. C'est-à-dire que... non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on pensait que l'Assemblée nationale, on s'en était plus ou moins sortis, puisque en réalité, personne ne voulait, ni les Insoumis, ni la République, ni les marcheurs, ne voulaient aller à cet article du report de l'âge légal. Et aujourd'hui, c'est le Sénat à majorité de droite qui l'emporte
quand bien même sa candidate à la présidentielle, Valérie Pécresse, ça fait 4%. C'est un retournement de situation assez fabuleux d'être en position de force comme ça pour eux. Et ça nous laisse des débats passionnants. Yves, on regarde la une du Figaro, je vous laisse la commenter. Il nous reste quelques secondes. Retraite, les syndicats jouent leur batou. C'est vrai que c'est une journée déterminante pour eux. Si effectivement ils n'arrivent pas à mobiliser aujourd'hui, je doute qu'ils puissent mobiliser dans le futur. Donc c'est tout à fait important de le signaler, que ce rendez-vous est important et pour eux, et que le Figaro est accessible sur son site internet. Et comme vous le savez, évidemment... il n'y a pas de journaux aujourd'hui. Et c'est à lire évidemment sur l'appli et sur le site internet. Merci beaucoup Yves Tréhard d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Astrid de Vilaine, ravie de vous recevoir dans ce club. Alex, merci d'avoir été là. Et évidemment demain, édition spéciale consacrée à l'examen de cet article 7 qui débute donc cet après-midi au Sénat et que vous pourrez suivre bien sûr en direct jusqu'au bout de la nuit. Quentin Calmet va veiller très tard pour vous faire suivre tout ça. On se retrouve dès demain matin pour en parler. Très bonne journée.